d'une grande violence. Mais vous ne voulez pas me tuer. Pour l'instant. Allons tenter notre chance, ma jolie. Film Fallout saison 2, 2025, analyse et explication complète. Cette analyse se base sur les épisodes disponibles, les informations divulguées et le canon de la franchise pour offrir une exploration détaillée de la deuxième saison de Fallout. La diffusion hebdomadaire initiée par Amazon Prime Video à partir du 16 décembre 2025 transforme l'expérience de visionnage en un événement communautaire étiré dans le temps, permettant une digestion et des théories approfondies entre chaque épisode. La saison s'ouvre immédiatement dans le sillage fracassant des révélations du Vault 31, plongeant le spectateur au cœur des conséquences directes. La dynamique entre Lucy McLean et le Ghoul constitue le pivot narratif et émotionnel de cette saison. Leur duo forcé évolue d'une méfiance réciproque vers une alliance de circonstances teintée d'un respect mutuel grandissant. Lucy, dont l'idéalisme a été sévèrement écorché par les réalités du Wasteland, opère une mue fascinante. Elle n'abandonne pas son éthique, mais elle apprend à la tempérer d'un pragmatisme nécessaire à la survie. Son arc est celui d'une quête de vérité qui la confronte à la monstruosité potentielle de son propre lignage. Cooper Howard, le Ghoul, voit son passé dévoilé par des flashbacks d'une richesse narrative exceptionnelle. Ces séquences pré-Grande Guerre ne se contentent pas d'expliquer sa ghoulification, elles explorent sa chute morale en tant qu'ambassadeur pour Vault-Tec. On le voit, en pleine gloire hollywoodienne, être progressivement enrôlé dans un réseau d'espionnage corporatiste, rongé par les doutes et assisté impuissant à la corruption de son monde. Ces moments éclairent d'une lumière tragique son cynisme présent, le dépeignant non comme un trait de caractère inné, mais comme une cicatrice de 2 siècles de trahison. L'introduction de Robert Haos, interprété avec une froideur charismatique par Justin Theroux, est un coup de maître narratif. Le dirigeant de New Vegas n'est pas un simple méchant,
mais un visionnaire tyrannique dont les plans s'étendent sur des siècles. La saison suggère fortement qu'il est le véritable architecte de la traque de Hank McLean, utilisant Lucy comme un appât ou une pièce sur son échiquier. Sa cité, New Vegas, est transposée à l'écran avec une fidélité somptueuse, un oasis de néon et de décadence contrôlée qui contraste violemment avec le désert environnant. L'ascension de Maximus au sein de la confrérie de l'acier plonge le spectateur dans les méandres politiques d'une faction en pleine crise. La découverte de la technologie de fusion froide agit comme un catalyseur de guerre civile larvée. La saison explore brillamment le dogme militaro-technologique de la confrérie, la quête de la technologie pour sauver l'humanité menace de la détruire à nouveau par la guerre. Maximus, tiraillé entre sa loyauté, son ambition et ses doutes, devient le point d'entrée dans un conflit bien plus complexe qu'une simple bataille contre des mutants. L'arrivée de la Légion de César est un élément majeur d'expansion de l'univers. Leur brutalité primitive et calculée, illustrée par la crucifixion de Lucie, sert de contrepoint radical à l'ordre technocratique de la confrérie et au chaos individualiste du Wasteland. Le personnage de Lacerta Legatt, incarné par un Macaulay Culkin dérangeant de sérénité cruelle, incarne cette philosophie de la force pure. La Légion pose une question fondamentale. Dans un monde anéanti, la civilisation doit-elle renaître par la raison ou par la loi du plus fort? Les intrigues secondaires au sein des abris, bien que parfois critiquées pour leur rythme, portent une charge thématique cruciale. Dans le Vault 31, Norm MacLean doit gérer la Pandore qu'il a ouverte, des cadres cryogénisés de Vault-Tec, véritables fantômes du passé, se réveillant avec leurs agendas pervertis. Cette storyline fonctionne comme une métaphore de l'héritage empoisonné qui ressurgit. Dans le Vault 33, la crise de l'eau et la lutte de Betty Pearson pour le leadership démontrent que même les sociétés idéalisées sont vulnérables aux lois de la rareté et aux tensions du pouvoir, écho microcosmique des conflits de la surface. Le thème des conséquences morales atteint son apogée avec la révélation concernant Hank McLean. Sa responsabilité dans la destruction de Shady Sands via une seconde bombe nucléaire transforme le personnage de figure paternelle recherchée en une entité quasi mythologique du mal. Cet acte pose la question du déterminisme historique. La Grande Guerre était-elle un accident ou le fruit d'une conspiration? Les flashbacks suggèrent de plus en plus que Vault-Tec, en alliance avec des entités comme Robco de Robert Haos, a activement précipité l'apocalypse pour réaliser ses expériences sociales à l'échelle d'un continent et asseoir un contrôle post-apocalyptique. La qualité technique reste un point d'excellence. La conception de New Vegas, des armures de la Légion aux costumes Décati du strip, est d'une richesse visuelle remarquable. L'apparition de créatures iconiques comme les Deathclaws est intégrée de manière organique et terrifiante, renforçant la menace permanente du Wasteland. La présence de Victor, le Sécuritron au ton enjoué et sinistre, est une habile concession aux fans, servant aussi de lien narratif direct avec Robert Haos. Les réserves sur le rythme narratif inégal semblent liées à la structure même de la saison, qui fonctionne comme un immense deuxième acte pour une trilogie déjà renouvelée. Les premiers épisodes doivent poser les pions de multiples factions, confréries, légions, New Vegas, Vault-Tec Résurge, et préparer les conflits de la saison 3. Cette accumulation peut donner une impression de lenteur, compensée par la profondeur des développements caractériels et l'immersion mondiale. L'humour, signature de la série, reste parfaitement calibré. Il naît de l'absurdité de situations horribles, du décalage entre le langage policé des Vault et la grossièreté du Wasteland, ou des répliques cinglantes du Ghoul. Cette tonalité réussit le pari difficile de ne jamais minimiser les enjeux dramatiques tout en offrant des respirations bienvenues. La saison 2 de Fallout se construit ainsi comme une œuvre sur l'héritage et le choix. Chaque personnage est hanté par le passé, Lucy par les crimes de son père, le Ghoul par ses fautes, Maximus par son imposture, la confrérie par sa doctrine. La fusion froide devient le MacGuffin ultime, symbole d'un pouvoir capable de reconstruire ou d'anéantir définitivement. Les perspectives pour la saison 3 sont immenses, une guerre totale pour le contrôle de cette énergie semble inévitable, opposant probablement la confrérie divisée, la Légion expansionniste et les forces de Robert Haos, tandis que Lucy et le Ghoul pourraient bien devenir les artisans involontaires d'une troisième voie. La véritable question posée est de savoir si le monde de Fallout est condamné à répéter les erreurs du passé, ou si une nouvelle génération, forgée dans les cruautés du présent, peut enfin briser le cycle. La métamorphose de Lucy se précise à chaque confrontation avec les duretés du Mojave. Elle abandonne progressivement les réflexes conditionnés par la vie en abri pour adopter une vigilance de fauve. Son discours humaniste persiste mais il est désormais teinté d'une amertume nouvelle et d'une compréhension douloureuse des limites de l'entraide. La quête de son père devient bien plus qu'une mission familiale, elle se transforme en une enquête sur la nature même du mal et sur sa propre propension à lui résister. Ses interactions avec le Ghoul sont une éducation permanente où chaque leçon de survie s'accompagne d'une désillusion.
La jeune femme apprend à négocier non pas avec des principes abstraits mais avec la valeur concrète d'une cartouche ou d'une fiole d'eau pure. Sa capture par la Légion et son calvaire sur la croix opèrent une rupture psychologique définitive avec l'innocence de l'abri 33. Le personnage du Ghoul gagne une profondeur tragique grâce au flashback qui détaille son engrenage. On découvre un Cooper Howard déchiré entre sa loyauté familiale et les demandes de plus en plus immorales de ses employeurs de Vault-Tec. Ces séquences en couleur pastel des années 2070 contrastent violemment avec la désaturation du présent, illustrant la perte d'un monde autant que celle de son âme. Sa relation avec sa fille, Janet, avant la guerre, sert de fil conducteur émotionnel à ses actions actuelles. On devine que protéger Lucie, malgré ses dénégations, est une manière de racheter ses échecs passés. Son cynisme légendaire apparaît de plus en plus comme une carapace, fissurée par des éclairs de compassion inattendus et par la colère rentrée d'un homme trahi par tous les systèmes. L'entrée en scène de Robert Haos n'est pas celle d'un simple méchant mais celle d'une force quasi naturelle, un architecte froid du destin post-apocalyptique. La série explore sa philosophie, un transhumanisme autoritaire où la stabilité et le progrès justifient toute tyrannie. Son repère dans le Lucky 38 est présenté comme une cathédrale de technologie silencieuse, un sanctuaire où le temps semble suspendu. Ses dialogues, empreints d'une logique impitoyable, révèlent qu'il considère le Wasteland comme un laboratoire et ses habitants comme des variables dans une grande équation. Sa connexion avec Hank McLean s'avère être une ancienne alliance de circonstances qui a mal tourné, faisant de Hank un fuyard autant qu'un criminel recherché. La Légion de César est introduite avec une brutalité qui sert sa caractérisation narrative. Leur esthétique, empruntée à la Rome antique, n'est pas un simple folklore mais l'incarnation d'une idéologie qui rejette la technologie avancée au profit d'une discipline de fer et d'un culte de la force pure. Leur présence permet d'explorer un antagonisme radicalement différent de celui de la confrérie, fondé sur l'asservissement et la conquête plutôt que sur la préservation technocratique. La crucifixion, pratique signature dans les jeux, est montrée dans toute son horreur pour souligner que leur menace est à la fois physique et existentielle pour l'idée même de civilisation. Le Legate Lacerta, avec son calme dérangeant, représente l'aboutissement de cette philosophie, une efficacité meurtrière dénuée de toute passion ou remords. L'arc de Maximus plonge dans les complexités politiques de la confrérie de l'acier, une faction loin d'être monolithique. La possession du noyau de fusion froide agit comme un catalyseur de tensions préexistantes entre les chapitres, certains prônant l'isolationnisme et la recherche, d'autres une expansion militariste immédiate. Maximus, porté par son statut de héros du Vault 31 mais rongé par le secret de son imposture initiale, devient un pion dans ce jeu d'échecs. Son parcours interroge la notion de méritocratie dans une société rigidement hiérarchisée et la possibilité de réforme de l'intérieur. Sa relation ambivalente avec le chevalier Titus devient un microcosme de ses luttes internes, entre tradition et changement, entre obéissance et conscience individuelle. Les intrigues souterraines des abris gagnent en pertinence à mesure que leur thème résonne avec la surface. Norm, dans le Vault 31, n'est plus un simple intrus mais le gardien malgré lui de démons du passé. Les cadres de Vault-Tec qu'il a réveillés ne sont pas des méchants caricaturaux, mais des idéologues convaincus, des opportunistes et des survivants désorientés, chacun avec une vision pour le futur. Leur réveil pose une question fondamentale. Le monde doit-il être reconstruit par ceux qui l'ont détruit? Dans le Vault 33, la crise de l'eau n'est pas qu'un problème logistique, c'est l'élément qui fait voler en éclats l'illusion d'une société parfaite. Le leadership de Betty Pearson est constamment testé, explorant les défis du pouvoir démocratique en situation de crise extrême et les ombres que peut jeter l'héritage des McLean. La révélation du rôle de Hank McLean dans la destruction de Shady Sands est le pivot moral de la saison. Cet acte transforme la Grande Guerre d'un événement historique en un crime personnel aux ramifications infinies. Les flashbacks dépeignent un homme non pas comme un monstre inné, mais comme un technocrate persuadé de servir un plus grand bien, illustrant la banalité du mal à l'ère nucléaire. Sa fuite et sa traque deviennent une quête pour la vérité, mais aussi pour une forme de justice ou de rédemption qui semble hors d'atteinte. Cet élément narratif renforce le thème central des conséquences. Aucune action, surtout celle de détruire un monde, n'est sans écho à travers les siècles. L'expansion géographique vers New Vegas et le Mojave est une réussite esthétique et narrative majeure. La série capture l'essence de cet endroit, un mirage de luxe et de normalité entouré d'un désert mortel, reflet parfait de l'Amérique pré-guerre. L'introduction de lieux emblématiques comme Freeside ou le Gomorrah permet d'explorer différentes facettes de la survie post-apocalyptique, du commerce opportuniste à la dépravation organisée. La présence de factions mineures, de caravanes marchandes et de colonies isolées enrichit considérablement la texture du monde, le rendant vivant et imprévisible au-delà des conflits principaux. Les thèmes philosophiques atteignent une maturité remarquable. La question du libre arbitre face au déterminisme historique est constamment soulevée.
Les personnages sont-ils les jouets de force, Voltec, Aos, mis en mouvement il y a 2 siècles, ou peuvent-ils forger un nouveau destin? Le statut de la technologie est débattu sous tous ses angles, outil de libération, arme de domination, objet de vénération religieuse pour la confrérie, ou corruption à rejeter pour certains extrémistes. L'humanité elle-même est redéfinie à travers des figures comme le ghoul, humain dégradé mais persistant, ou les ambitions de Aos, dépassement de l'humanité, interrogeant les frontières de ce qui constitue une personne. La saison excelle dans son équilibre tonal, naviguant avec agilité entre l'horreur glaçante, les crucifiés de la Légion, le drame intimiste, les flashbacks du ghoul, la satire sociale, les mœurs des abris ou l'absurdité bureaucratique de New Vegas et l'humour noir situationnel. Cet équilibre est essentiel pour capturer l'esprit des jeux, où le joueur passe du rire au dégoût en quelques minutes. Les dialogues ciselés, particulièrement ceux attribués au ghoul et à Robert Aos, sont porteurs à la fois de sens narratif et d'une identité vocale forte qui ancre les personnages. La fidélité à la franchise est intelligente, elle ne consiste pas en un simple alignement de références mais en une compréhension profonde de son esprit. L'apparition de créatures comme les Deathclaws est intégrée comme une menace écologique crédible, une partie du biotome mutant du Wasteland. Les détails techniques, des armes aux armures en passant par le design des robots, témoignent d'un grand souci d'authenticité. La trame sonore, mêlant morceaux d'époque et compositions originales sombres, participe pleinement à l'immersion dans cet univers. Les nouvelles recrues au casting, Justin Theroux et Macaulay Culkin, s'intègrent parfaitement à l'ensemble. Theroux incarne un Aos d'une intelligence froide et calculatrice, dont la menace réside dans sa conviction absolue d'avoir raison. Culkin, en Legat, offre une performance tout en retenue menaçante, un contraste saisissant avec la brutalité de ses troupes. Leur présence renforce la crédibilité des factions qu'ils représentent et élève le niveau des confrontations verbales. Le rythme narratif, parfois perçu comme inégal, peut en réalité être interprété comme un choix assumé de construction épique. La saison fonctionne comme un immense deuxième acte, où les alliances se forgent et se défont, où les informations cruciales sont distillées, préparant l'explosion finale des conflits promis pour la saison 3. Chaque épisode ajoute une pièce au puzzle, que ce soit un élément du passé de Cooper, une manœuvre de Aos ou une fracture au sein de la confrérie, tissant une toile narrative de plus en plus dense et engageante. Les enjeux pour la saison 3 sont posés avec une clarté dramatique redoutable. La guerre civile au sein de la confrérie pour le contrôle de la fusion froide semble inévitable. Les ambitions expansionnistes de la Légion représentent une menace existentielle pour tout l'Ouest. Les plans de long terme de Robert Aos, probablement liés au contrôle absolu de New Vegas et au-delà, entrent en collision avec ses autres forces. Et au centre de cette tempête, il y a Lucy, le ghoul et le secret de Hank McLean, qui pourraient détenir la clé non pas pour prendre le pouvoir, mais pour imaginer une alternative à ce cycle perpétuel de violence. La saison 2 de Fallout affirme ainsi sa stature de série ambitieuse, mariant avec brio le spectacle, la caractérisation profonde et une réflexion exigeante sur l'histoire, la technologie et la nature humaine après la fin du monde. La saison approfondie avec une maestria remarquable la déconstruction psychologique de Lucy McLean, où chaque cicatrice morale devient un enseignement plus précieux que toute leçon de l'abri. Son cheminement vers New Vegas est semé d'embûches qui testent non seulement sa résilience physique mais aussi la ténacité de ses convictions les plus chères. La jeune femme découvre que la bonté, dans le Wasteland, doit souvent être stratégique et calculée pour ne pas être mortelle, une vérité amère qu'elle avale comme une eau contaminée. Ces moments de solitude absolue, entre 2 échanges piquants avec le ghoul, révèlent une intériorité tourmentée et une force naissante qu'elle ignorait posséder. La quête de son père se double désormais d'une enquête sur sa propre identité, hantée par la possibilité d'une malfaisance héréditaire ou au contraire du devoir de rachat. Les séquences pré-apocalyptiques centrées sur Cooper Howard offrent une plongée fascinante dans la lente corrosion éthique de l'Amérique des années 2070. On le voit évoluer dans des salons climatisés de Voltec, sourire commercial aux lèvres, tout en sentant croître en lui un malaise existentiel. Ces flashbacks sont habilement montés en contrepoint de ses actions présentes, créant un écho poignant entre l'acteur vendant des rêves d'abri et le survivant vendant des scalps. Sa relation avec sa famille, filmée dans des tons chauds et doux, accentue la tragédie de sa perte et explique la couche de douleur sous son sarcasme perpétuel. La série suggère que sa ghoulification fut moins une punition qu'une métaphore physique de son aliénation et de sa déshumanisation progressive par le système. L'antagonisme de Robert Aos est d'autant plus redoutable qu'il se présente en sauveur rationnel, offrant une stabilité glacée contre le chaos sanglant du désert. Ces scènes dans le Lucky 38, entourées d'écrans et de robots silencieux, construisent l'image d'un dieu empereur mécanicien, déconnecté de la chair et du sang de ceux qu'il prétend gouverner. Ces monologues exposent une philosophie de l'histoire où les individus ne comptent pas,
seules les forces technologiques et économiques ayant une réelle agency. La révélation de ces liens anciens avec Hank McLean peint un tableau de deux esprits brillants ayant collaboré à un projet démiurgique avant que leurs visions ne divergent tragiquement. Et la Légion de César n'est pas traitée comme une simple horde de barbares, mais comme une société alternative cohérente et terrifiante, avec sa propre logique, son droit et sa hiérarchie. Leur rejet de la haute technologie est présenté moins comme une incapacité que comme un choix idéologique délibéré, une purification par la force brute et la discipline. La crucifixion de Lucie est un moment charnière qui sert moins à la victimiser qu'à démontrer l'efficacité propagandiste de la terreur comme outil de contrôle. Le legat Lacerta, avec son élocution mesurée et ses références classiques, incarne la face civilisée de cette barbarie, prouvant que la sauvagerie peut revêtir les atours de la sophistique. La trajectoire de Maximus au sein de la confrérie devient une étude de cas sur l'ambition et la loyauté dans un système militariste fermé. La technologie de fusion froide agit comme un miroir grossissant des ambitions de chaque paladin et scribe, révélant les fissures sous l'armure d'unité apparente. Son statut de héros lui ouvre des portes mais l'expose aussi à des jalousies et à des attentes écrasantes, le forçant à jouer un rôle en permanence. Les conflits entre les différents chapitres de la confrérie ne sont pas de simples querelles de territoire mais des désaccords philosophiques profonds sur la mission même de l'ordre, entre préservation et conquête. Les intrigues des abris prennent une dimension allégorique puissante. L'abri 31, avec ses cadres cryogénisés, représente le passé refoulé qui refuse de mourir et qui exige de rendre des comptes. Chaque dirigeant de Voltec réveillé porte un projet différent pour le futur, créant une micro-société en ébullition qui rejoue en accélérer les conflits ayant mené à la Grande Guerre. Dans l'abri 33, la pénurie d'eau devient une métaphore de la rareté des ressources et de la difficulté à maintenir un contrat social sous pression. Le leadership de Betty est constamment mis à l'épreuve par des factions émergentes, illustrant la fragilité de la démocratie face à la peur et aux besoins primaires. La bombe de Shady Sands et le rôle de Hank sont traités avec une nuance remarquable, évitant le manichéisme facile. Les flashbacks montrent un Hank convaincu, peut-être jusqu'à la dernière seconde, d'accomplir un acte nécessaire pour un avenir plus stable, un écho troublant de la rhétorique de tous les ingénieurs de l'Apocalypse. Cette révélation force Lucie à reconsidérer toute son histoire personnelle, transformant les souvenirs d'enfance en une suite de mensonges potentiels et d'omissions coupables. La traque de Hank devient ainsi une quête du sens derrière l'horreur, une tentative de comprendre l'incompréhensible. L'univers de la série s'élargit considérablement avec l'arrivée à New Vegas, présentée comme une biosphère sociale complexe. Freeside est dépeint comme un lieu de survie créative et désespérée, où les laissés-pour-compte du strip inventent des formes de solidarité précaire. Le strip lui-même est un spectacle de lumière artificielle et de décadence contrôlée, où la misère est soigneusement cachée derrière des façades clinquantes. Cette expansion géographique permet d'introduire une galerie de personnages secondaires riches, des marchands au fixé, qui donnent une épaisseur humaine aux conflits géopolitiques. Les thèmes sont approfondis par des dialogues philosophiques denses, souvent portés par le Ghoul et Aos. La question de savoir si l'humanité mérite de survivre, étant donné son histoire de destruction, est posée sans détour. La nature de la reconstruction est débattue. Faut-il restaurer l'ancien monde, imparfait mais familier, ou inventer quelque chose de radicalement nouveau, avec les risques que cela comporte? Le statut des ghouls, des mutants et autres êtres transformés interroge les limites de la communauté humaine et les préjugés qui survivent même à la fin du monde. L'équilibre tonal reste une force majeure, la série passant sans heurts de l'humour absurde d'un robot vantant les joies du casino à l'horreur métaphysique d'une crucifixion collective. Cet équilibre reflète l'essence même de l'univers Fallout, où l'espoir le plus têtu coexiste avec la dégradation la plus extrême. Les moments de camaraderie forcés entre Lucie et le ghoul fournissent des étincelles d'humanité qui rendent le monde habitable, aussi bien pour les personnages que pour le spectateur. La fidélité à la source est servie par une direction artistique d'une inventivité constante. Les Deathclaws ne sont pas de simples monstres de jumpscare mais des prédateurs apex dont la biologie étrange est suggérée par des mouvements et des sons inquiétants. Les armures de la confrérie portent les stigmates du combat et de l'entretien limité, leur donnant une authenticité tangible. L'esthétique rétro-futuriste, mélange de années 50 et de haute technologie, est omniprésente et sert de rappel constant que ce futur est le produit d'un passé spécifique et idéalisé. Les performances des nouveaux venus enrichissent considérablement la palette émotionnelle de la série. Justine Theroux donne à Robert Aos une voix monocorde et des gestes économes qui en font une présence à la fois fascinante et terrifiante. Macaulay Culkin, en Legat, utilise une économie de moyens expressives, où un léger sourire ou un clignement d'œil peut en dire plus qu'un long discours menaçant. Leurs interactions avec les personnages établis créent une dynamique de pouvoir palpable et intellectuellement stimulante. La structure narrative de la saison, bien que délibérément lente par moments,
fonctionne comme un patientissage de fil destiné à se rejoindre dans un climax futur. Chaque épisode est une étape dans la transformation des personnages et dans la clarification des enjeux globaux. Les révélations sont distillées avec parcimonie, entretenant un suspense qui repose moins sur des cliffhangers grossiers que sur la compréhension graduelle d'une machination de grande envergure. Les perspectives pour l'avenir de la série sont immenses et excitantes. La guerre civile de la confrérie promet des conflits fratricides d'une intensité dramatique et visuelle rare. L'expansion de la Légion vers l'ouest constitue une menace extérieure capable de forcer des alliances improbables entre ennemis. Les plans de Robert Aos, probablement liés à une forme d'immortalité numérique ou de contrôle absolu des infrastructures, représentent un défi d'un autre ordre. Et au centre, la quête de vérité de Lucy et la possible rédemption de Cooper Howard offrent un cœur émotionnel et moral à cette épopée techno-barbare. La saison 2 consolide ainsi Fallout comme une des séries les plus ambitieuses et cohérentes du paysage télévisuel contemporain, réussissant l'exploit d'être à la fois un hommage fidèle, une œuvre personnelle de ses créateurs et une profonde réflexion sur notre propre monde à travers le prisme déformant de l'apocalypse. La psyché de Lucy se fragmente et se recompose au gré des trahisons et des révélations, sa boussole morale oscillant violemment entre l'idéalisme hérité des abris et un réalisme sombre imposé par la surface. Chaque rencontre avec les vestiges de l'ancien monde, qu'il s'agisse d'une bibliothèque ensevelie ou d'un panneau publicitaire délavé, renforce son sentiment d'être l'héritière d'un monde qu'elle n'a pas connu mais dont elle doit payer le prix. Ses gestes deviennent plus économes, ses silences plus lourds de sens, et son regard apprend à discerner le danger bien avant qu'il ne se manifeste. La relation avec le ghoul évolue vers une forme de dialogue tacite où les conversations les plus banales dissimulent des échanges philosophiques sur la nature de la survie. La descente aux enfers de Cooper Howard avant la guerre est dépeinte avec une minutie clinique, montrant comment la compromission s'installe par paliers successifs et par de petites lâchetés rationalisées. Les flashbacks révèlent son talent d'acteur non comme un don mais comme une malédiction, lui permettant de jouer le rôle de l'ambassadeur convaincu alors que ses doutes le rongent. Sa déconnexion progressive d'avec sa famille, filmée à travers des repas silencieux et des regards évités, est aussi déchirante que n'importe quelle scène de violence post-apocalyptique. La série suggère que sa transformation en ghoul fut moins un accident radiologique qu'une externalisation de l'état de pourrissement intérieur dans lequel il se trouvait déjà. Et la cité de New Vegas fonctionne comme un personnage à part entière, un organisme vivant dont les néons sont les artères et le casino le cœur battant d'une économie perverse. Les différences de traitement entre les résidents du Strip, protégés par la sécurité robotique de Aos, et les gueux de Freeside, livrés à eux-mêmes, offrent une critique féroce des sociétés à plusieurs vitesses. L'architecture même des lieux, mélange de futurisme kitsch et de ruines retapées, raconte l'histoire d'un lieu qui a choisi d'ignorer l'apocalypse pour continuer à faire la fête sur un volcan. Et la menace de la Légion est d'autant plus efficace qu'elle se présente comme une alternative simple et brutale à la complexité corrompue des autres factions. Leur code d'honneur perverti, leur mépris pour la faiblesse et leur culte de la force brute séduisent paradoxalement certains habitants du Wasteland assoiffés d'ordre. La crucifixion n'est pas montrée comme un acte de folie mais comme une cérémonie ritualisée, une mise en scène de la terreur destinée à graver la loi de César dans la chair et dans les esprits. Le Legat Lacerta incarne cette forme d'intelligence pervertie au service de la barbarie, prouvant que le mal peut être méthodique et réfléchi. Les luttes intestines au sein de la confrérie de l'acier prennent des allures de tragédie shakespearienne, où l'ambition, la loyauté et la peur s'entrechoquent sous des armures identiques. La technologie de fusion froide devient le Graal qui expose toutes les failles de l'idéologie de la confrérie, divisant ceux qui veulent l'utiliser pour le bien commun de ceux qui rêvent de domination. Maximus, ballotté entre son désir d'appartenance et sa conscience émergente, devient le point focal de cette tension, son uniforme devenant une seconde peau de plus en plus étouffante. La cryogénie dans l'abri 31 n'est pas une simple curiosité scientifique, mais une métaphore littérale du refus d'affronter les conséquences de ses actes. Les cadres de Vault-Tec, réveillés dans un monde qu'ils ont contribué à détruire, réagissent comme des dieux tombés de leur Olympe, certains dans le déni, d'autres dans une froide détermination à reprendre le contrôle. Leur présence force Norm à grandir brutalement, passant du simple curieux au gardien d'un secret capable de réécrire l'histoire du Wasteland. Le huis clos de l'abri génère une tension psychologique étouffante, où chaque conversation est un champ de mine idéologique. L'eau dans l'abri 33 perd son statut de simple ressource pour devenir le personnage principal d'un drame sur la gouvernance en temps de crise. La pénurie révèle les véritables caractères, les lâchetés et les héroïsmes inattendus d'habitants pourtant élevés dans un paradigme de coopération. Betty Pearson doit naviguer entre le pragmatisme impopulaire et l'idéalisme dangereux, son leadership étant constamment remis en question par ceux qui voient dans la crise une opportunité de prise de pouvoir. Cette microsociété devient un laboratoire où s'expérimentent, à petite échelle, les mêmes forces qui déchirent la surface.
La vérité sur Shadi Sands et Hank McLean fonctionne comme un trou noir narratif, déformant la réalité de tous les personnages qui en approchent. Cet événement n'est pas traité comme un simple fait historique mais comme une plaie ouverte dans la chronologie du monde, un trauma collectif dont les ondes de choc se propagent encore 2 siècles plus tard. La révélation pousse Lucy dans une crise existentielle où la quête d'un père devient une enquête sur la possibilité même du mal génétique et sur le poids de l'héritage familial. Le voyage vers New Vegas permet à la série d'explorer la géographie humaine du Mojave avec une richesse documentaire. Chaque campement, chaque caravane, chaque ruine habitée raconte une histoire de survie et d'adaptation, ajoutant des couches de complexité à un monde que l'on pourrait croire simplement dévasté. Les rencontres avec des factions mineures, des cultes étranges ou des communautés isolées rappellent que l'apocalypse a donné naissance à 1000 microcivilisations aux codes et aux rêves radicalement différents. Le débat philosophique sur la technologie atteint son apogée dans les dialogues entre un ghoul qui a vu cette technologie détruire le monde et une Lucy qui a été élevée dans son culte. La fusion froide n'est pas présentée comme une solution magique mais comme un miroir qui renvoie à chaque faction sa propre image déformée. Un outil de contrôle pour Aos, une relique sacrée pour la confrérie, une menace existentielle pour la Légion. La série questionne brillamment si la dépendance à la technologie est le propre de l'humanité ou son piège le plus dangereux. L'humour, toujours aussi noir, sert de mécanisme de défense pour les personnages comme pour les spectateurs face à l'horreur du monde dépeint. Les blesses du ghoul, les absurdités bureaucratiques de New Vegas, les répliques désynchronisées des robots créent des respirations essentielles sans jamais trivialiser les enjeux dramatiques. Cet équilibre tonal prouve une maturité scénaristique rare, capable de traiter de sujets graves sans jamais sombrer dans le misérabilisme ou la grandiloquence. La direction artistique continue de surprendre par son inventivité et son attention aux détails. Le design des nouveaux mutants, les modifications apportées aux armures et aux armes, l'esthétique des intérieurs du Lucky 38 témoignent d'un monde qui a continué d'évoluer de manière organique depuis la guerre. Les références au jeu sont intégrées avec une telle subtilité qu'elles ravissent les initiés sans jamais alourdir le récit pour les néophytes. Les performances des acteurs principaux atteignent de nouveaux sommets, particulièrement dans les scènes en duo entre Lucy et le ghoul où chaque regard, chaque silence, est chargé d'une histoire partagée et de non-dits pesants. Ella Purnell parvient à rendre palpable la transformation intérieure de son personnage, tandis que Walton Goggin donne au ghoul une profondeur tragique qui transcende le maquillage prothétique. Leur chimie est le moteur émotionnel de la série. La structure narrative, bien que complexe avec ses multiples intrigues entrelacées et ses allers-retours dans le temps, reste d'une clarté remarquable grâce à un montage précis et à une direction qui sait toujours où mettre l'accent. Chaque épisode avance l'intrigue principale tout en développant les arcs secondaires de manière organique, créant un tissu narratif dense et satisfaisant. Les thèmes de rédemption et de responsabilité traversent toute la saison, chaque personnage étant confronté aux fantômes de ses choix passés ou de ceux de ses ancêtres. La possibilité de se racheter, de faire mieux que la génération précédente, est au cœur du voyage de Lucy, tandis que le ghoul incarne la lutte contre le cynisme qui guette après un échec moral. La série refuse les réponses simples, suggérant que la rédemption est un processus infiniment plus complexe que la simple punition. La saison pose les bases de conflits futurs d'une ampleur épique tout en maintenant une focalisation intime sur le parcours de ses personnages. La guerre à venir n'est pas abstraite, elle est incarnée dans les choix difficiles de Maximus, dans les manipulations de Aos, dans la terreur diffusée par la Légion. Cette capacité à lier le destin du monde aux trajectoires individuelles est une des grandes forces de l'écriture. Le final de la saison, sans pouvoir être détaillé ici, promet de reconfigurer entièrement l'échiquier du Wasteland en forçant des alliances improbables et en révélant des vérités qui remettent en cause tout ce que les personnages croyaient savoir. Les enjeux pour la saison 3 sont non seulement géopolitiques mais aussi existentiels, concernant la définition même de ce que signifie être humain dans un monde post-dash humain. Et la série continue d'exceller dans sa capacité à mêler les genres, se nourrissant aussi bien du western, du film noir, de la satire sociale et du drame familial pour créer un ton unique qui lui est propre. Cette hybridité générique reflète la nature même du monde post-apocalyptique, où tous les codes se mélangent et où les genres littéraires survivent sous des formes mutantes. La question du pouvoir et de sa légitimité est explorée sous tous ses angles, du pouvoir technocratique de Aos au pouvoir charismatique et brutal de la Légion, en passant par le pouvoir hiérarchique de la confrérie et le pouvoir démocratique fragile des abris. Aucun modèle n'est présenté comme idéal, chacun portant en germe ses propres abus et corruptions. Le traitement du temps dans la série est particulièrement remarquable, avec un passé qui n'est jamais vraiment passé et qui ressurgit constamment pour hanter le présent. Les flashbacks ne sont pas de simples explications mais des éléments narratifs à part entière qui dialoguent avec le présent, créant des échos et des contrastes riches de sens. Les personnages féminins de la saison gagnent en complexité et en agency,
Lucie n'étant plus la naïve de la première saison mais une figure de plus en plus déterminée, tandis que de nouveaux personnages comme les femmes légionnaires ou les dirigeantes des abris montrent des visages multiples du pouvoir et de la survie au féminin. La musique, mêlant standards des années 40 et 50 à des compositions originales atmosphériques, continue de jouer un rôle crucial dans la construction de l'univers, créant une bande sonore qui est à la fois une ancre dans le passé et une ouverture vers l'étrangeté du présent post-apocalyptique. La saison réussit le tour de force de satisfaire à la fois les fans de longue date des jeux, en intégrant des éléments du lore avec intelligence, et les nouveaux venus, en construisant un récit accessible et émotionnellement engageant. Cette accessibilité n'est jamais obtenue au détriment de la complexité, mais par une narration claire et des personnages bien écrits. Les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages évitent le manichéisme, offrant des choix difficiles où chaque option comporte son lot de conséquences négatives. Cette nuance morale est une des grandes forces de la série, qui traite son public en adulte capable de comprendre la complexité du monde. La représentation de la violence est à la fois réaliste et réfléchie, montrant ses conséquences physiques et psychologiques sans jamais la glorifier. La violence dans Fallout est sale, épuisante et rarement héroïque, ce qui renforce l'horreur du monde dépeint et la valeur de chaque moment de paix ou de connexion humaine. La saison explore également le thème de la mémoire et de l'histoire, montrant comment le passé est constamment réécrit, manipulé ou oublié pour servir les intérêts du présent. La lutte pour contrôler la narration historique est un enjeu de pouvoir aussi important que la lutte pour le contrôle des ressources. La relation entre l'humain et la machine, centrale dans la franchise, est approfondie à travers le personnage de Haos et les robots de New Vegas, mais aussi à travers la technologie omniprésente qui façonne le monde même après son effondrement. La série questionne où s'arrête l'humain et où commence la machine dans un monde de prothèses et d'augmentation. L'humour absurde, hérité des jeux, trouve son apogée dans des situations où la logique bureaucratique survit à l'apocalypse, créant des moments de comédie noire qui soulignent l'absurdité de certains comportements humains, même face à l'extinction. Le développement des personnages secondaires donne de la densité au monde, montrant que chaque habitant du Wasteland a son histoire, ses motivations et ses rêves, même les plus brisés. Cette attention portée aux petits personnages humanise un monde qui pourrait n'être qu'un décor de ruines. Les paysages du Mojave, filmés avec une beauté à la fois austère et majestueuse, deviennent un personnage à part entière, un environnement hostile mais porteur d'une étrange poésie qui influence l'humeur et les choix des personnages. La saison maîtrise parfaitement l'art du cliffhanger, terminant chaque épisode sur une révélation ou un retournement qui pousse à vouloir immédiatement voir la suite, tout en maintenant une progression narrative cohérente et satisfaisante sur l'ensemble de la saison. Le traitement des factions évite les stéréotypes, montrant que même les groupes les plus extrêmes ont leur logique interne et leur division, et que l'adhésion à une idéologie est souvent le produit de circonstances historiques et personnelles complexes. La série réfléchit également à la notion de progrès dans un monde qui a fait l'expérience de ses limites les plus dangereuses. Faut-il chercher à restaurer le monde d'avant, malgré ses défauts, ou inventer quelque chose de radicalement nouveau, avec tous les risques que cela comporte? Les effets spéciaux, qu'ils soient numériques ou pratiques, sont intégrés de manière transparente au récit, servant toujours l'histoire et les personnages plutôt que de devenir une fin en soi. Le Ghoul en particulier reste une création remarquable de maquillage et de performance. La saison explore le thème de la famille sous toutes ses formes, de la famille biologique qui lie Lucie à Hank malgré tout, à la famille choisie qui se construit entre Lucie et le Ghoul, en passant par les familles idéologiques que sont les factions. Le rythme des révélations est parfaitement calibré, distribuant les informations cruciales au moment où elles ont le plus d'impact émotionnel et narratif, maintenant un suspense constant sans jamais frustrer le spectateur. La direction de la photographie utilise une palette de couleurs distinctes pour chaque ligne narrative, ton chaud et saturé pour les flashbacks, bleu et gris froid pour les abris, jaune désaturé pour le Wasteland, créant un langage visuel immédiatement compréhensible. Les thèmes de trahison et de confiance traversent la saison, chaque personnage devant apprendre à qui se fier dans un monde où les allégeances sont fluides et les motivations souvent cachées. La reconstruction de la confiance est montrée comme un processus lent et fragile. La saison réussit à créer des antagonistes mémorables qui ne sont pas de simples obstacles pour les héros mais ont leur propre motivation, parfois compréhensible, ce qui rend les conflits plus riches et moins prévisibles. Le développement de la relation entre Lucie et le Ghoul est l'un des grands succès de la saison, évoluant d'une méfiance mutuelle vers une forme de respect et même d'affection tacite, sans jamais tomber dans le sentimentalisme facile. La série continue de poser des questions politiques pertinentes sur la gouvernance, la distribution des ressources, les droits de l'individu face au collectif, et ce même dans le contexte extrême d'un monde post-apocalyptique, prouvant la richesse métaphorique du genre. La construction du monde atteint un nouveau niveau de détail, avec une attention portée à l'économie, à la culture populaire, aux mythes et légendes qui ont émergé depuis la guerre,
créant un univers qui semble vivre au-delà de ce qui est montré à l'écran. Les choix narratifs audacieux, comme la structure non linéaire et le refus de désigner un héros incontestable, témoignent d'une confiance dans l'intelligence du spectateur et d'une volonté de renouveler les codes du genre post-apocalyptique. Et la saison prépare habilement le terrain pour la suite tout en constituant une œuvre satisfaisante en elle-même, avec ses propres arcs narratifs complets et son développement émotionnel payant. C'est une étape nécessaire et réussie dans ce qui s'annonce comme une trilogie télévisuelle majeure. En définitive, la deuxième saison de Fallout consolide la série comme l'une des adaptations les plus intelligentes et ambitieuses de ces dernières années, réussissant l'exploit de capturer l'esprit des jeux tout en développant sa propre voix et en explorant des thèmes universels avec une profondeur et une nuance remarquables. Elle promet non seulement une troisième saison passionnante, mais laisse également une empreinte durable dans le paysage de la fiction télévisuelle. L'évolution de Lucy McLean vers une forme de pragmatisme éthique constitue l'arc transformationnel le plus détaillé de la saison. Elle ne renonce jamais complètement aux valeurs humanistes inculquées dans l'abri, mais apprend à les appliquer avec un discernement aiguisé par la souffrance. Ses mains, autrefois occupées à des tâches agricoles ou de soins, manient désormais les armes avec une efficacité qui la trouble elle-même. Le monde extérieur lui enseigne que la compassion, pour être viable, doit s'accompagner d'une volonté de faire et d'une compréhension profonde des chaînes de causalité qui régissent le Wasteland. Chaque rencontre avec un nouveau groupe, qu'il soit hostile ou accueillant, devient une leçon d'anthropologie appliquée, lui révélant les 1000 façons dont les sociétés humaines se réorganisent après un effondrement. Les séquences pré-apocalyptiques consacrées à Cooper Howard gagnent en intensité dramatique à mesure que se précise l'imminence de la Grande Guerre. On le voit assistant, impuissant et de plus en plus désillusionné, à des réunions où les dirigeants de Vault-Tec discutent de scénarios démographiques avec la froideur de statisticiens. Sa carrière d'acteur sert de paravent parfait à ses activités d'espionnage, chaque sourire public dissimulant un profond malaise intérieur. Les rares moments de bonheur familial, souvent interrompus par des appels professionnels urgents, sont filmés avec une douceur qui en accentue la précarité et la valeur tragique. La série construit ainsi une symétrie douloureuse entre l'homme qui vendait mensongèrement l'espoir d'un abri et la créature qui survit désormais dans le monde que ses mensonges ont contribué à créer. L'emprise de Robert Haos sur New Vegas est dépeinte avec une complexité qui évite l'écueil du génie du mal simpliste. Son pouvoir ne repose pas seulement sur la force robotique, mais sur une compréhension approfondie de la psychologie des foules et de l'économie de la rareté. Il gouverne moins par la terreur directe que par la manipulation des désirs, offrant aux habitants du strip une illusion de normalité et de luxe en échange de leur soumission. Ces longs monologues, délivrés face aux écrans de surveillance du Lucky 38, révèlent une vision quasi théologique de l'histoire où l'humanité n'est qu'un matériau brut à modeler par une intelligence supérieure. Ces interactions avec Hank McLean, révélées par fragments, laissent entrevoir une collaboration fondée sur une admiration mutuelle qui a viré à la rivalité puis à la haine. L'idéologie de la Légion est explorée au-delà de sa brutalité de surface pour en révéler les fondements intellectuels pervertis. Leur rejet de la technologie est présenté comme une réaction puritaine à l'hubris qui a mené à l'apocalypse, une recherche de pureté dans la force physique et la discipline absolue. Leur système esclavagiste n'est pas un simple sadisme mais une logique économique de conquête où les individus sont réduits à leur valeur utilitaire. La crucifixion, rituel central, fonctionne à la fois comme un outil de terreur, une purification par la souffrance et un spectacle macabre destiné à cimenter la cohésion du groupe autour de la loi du plus fort. Le Legat Lacerta incarne la dangerosité suprême de cette idéologie, une intelligence vive et cultivée entièrement mise au service d'un projet de domination totale. Les conflits au sein de la confrérie de l'acier transcendent la simple lutte de pouvoir pour toucher à des questions doctrinales fondamentales. La découverte du réacteur à fusion froide force l'ordre à se questionner sur sa mission originelle. Doit-il simplement préserver la technologie ou l'utiliser activement pour refaçonner le monde? Les traditionalistes, menés par des figures comme le chevalier Titus, voient dans toute utilisation active un risque de répéter les erreurs du passé. Les interventionnistes, souvent plus jeunes, y voit au contraire le moyen d'accomplir enfin la promesse de la confrérie. Maximus, tiraillé entre ces deux feux, devient le symbole de cette crise identitaire, son armure devenant le lieu physique de cette lutte intestine. Les résidents cryogénisés de l'Abri 31 représentent un fascinant anachronisme psychologique, des individus du XXIe siècle confrontés aux résultats concrets de leur plan séculaire. Leur réveil n'est pas une résurrection triomphale mais un choc culturel et moral immense. Certains sombrent dans le déni ou la folie, incapables d'accepter l'échec de leur projet. D'autres, plus adaptables ou plus cyniques, voient dans le Wasteland un nouveau terrain de jeu pour leurs expérimentations sociales. Norm McLean, en les réveillant, a involontairement ouvert une boîte de Pandore qui remet en cause toutes les certitudes historiques sur les origines de la guerre.
Cette intrigue fonctionne comme une méditation sur la responsabilité des élites et les dangers d'une planification sociale déconnectée de l'humanité. La crise de l'eau dans l'abri 33 opère une déconstruction minutieuse de l'utopie communautaire vantée par Voltec. La pénurie expose les limites du modèle coopératif lorsque les ressources vitales viennent à manquer. Les mécanismes de prise de décision démocratique, efficaces en temps normal, se révèlent lents et conflictuels face à l'urgence. Betty Pearson doit naviguer entre les exigences du rationnement, les peurs de la population et les manœuvres politiques de ceux qui contestent son autorité. Cette microsociété en stress devient un miroir miniature des États-nations en crise, posant la question universelle de la légitimité du pouvoir en situation de catastrophe. Et la révélation concernant Shady Sands et Hank McLean fonctionne comme un traumatisme historique refoulé qui ressurgit. Elle ne concerne pas seulement le passé mais informe violemment le présent, expliquant certaines configurations géopolitiques du Wasteland et les rancœurs persistantes entre factions. Pour Lucy, cette vérité est un poison qui contamine tous ses souvenirs d'enfance, transformant les leçons de morale de son père en une sinistre hypocrisie. La quête pour le retrouver devient dès lors aussi une quête pour comprendre les mécanismes de la décision catastrophique, dans l'espoir peut-être d'éviter qu'une telle erreur ne se reproduise. Le voyage à travers le Mojave est une odyssée à travers une diversité écologique et sociale insoupçonnée. La série prend le temps de montrer des biomes distincts, des montagnes arides au lit de rivières asséchées, chacun abritant des formes de vie adaptées, mutantes ou humaines. Les communautés rencontrées, du village agricole précaire à la tribu de pillards nomades, illustrent la multiplicité des réponses à l'effondrement environnemental. Cette attention aux détails géographiques et ethnographiques donne une épaisseur concrète au monde, le sauvant du statut de simple décor générique post-apocalyptique. Les dialogues philosophiques atteignent une densité remarquable, notamment dans les confrontations entre le matérialisme cynique du Ghoul et l'idéalisme blessé de Lucy. Ils débattent de la possibilité du progrès moral, de la nature de la justice dans un monde sans loi, et de la valeur relative d'une vie humaine face à la survie du plus grand nombre. La série ne prend jamais parti de manière simpliste, offrant plutôt une polyphonie de perspectives qui enrichit la réflexion du spectateur. Et la technologie de fusion froide cristallise ces débats, devenant le symbole de toutes les promesses et de tous les périls du savoir humain. L'humour, toujours aussi présent, se niche dans les détails de la vie quotidienne du Wasteland, les tentatives pathétiques de recréer la publicité d'avant-guerre, les incompréhensions culturelles entre habitants d'abris et survivants de la surface, les répliques décalées des robots obsolètes. Cet humour n'est jamais gratuit. Il sert à humaniser les personnages, à souligner l'absurdité de certaines situations et à offrir des respirations nécessaires dans un récit par ailleurs très sombre. Il rappelle que même dans l'horreur, l'esprit humain conserve sa capacité à trouver du grotesque et du rire. La direction artistique excelle dans la création d'une esthétique cohérente qui mêle le rétro, le bricolé et le high-tech délabré. Les costumes de la Légion, par exemple, ne sont pas de simples copies de l'antique mais des assemblages pragmatiques de matériaux récupérés, donnant une impression d'authenticité historique. Les intérieurs des bâtiments, qu'ils soient le luxe décati du Gomorrah ou la frugalité technocratique d'un avant-poste de la confrérie, racontent immédiatement l'histoire et les valeurs de leurs occupants. Cette cohérence visuelle est essentielle pour immerger totalement le spectateur dans cet univers. Les performances des acteurs principaux et secondaires sont remarquablement nuancées. Ella Purnell fait passer Lucy d'une voix parfois hésitante à un timbre plus ferme et posé, reflétant sa maturation. Walton Goggin, sous son maquillage, communique une immense lassitude et une douleur rentrée par le seul biais de son regard et de sa posture. Les nouveaux venus, comme Justin Theroux, maîtrisent l'art de la réserve expressive, où un léger changement d'intonation peut signifier une menace mortelle. Cette économie de moyens jouissive élève chaque scène. La structure narrative de la saison, avec ses multiples fils entrelacés, est habilement gérée pour maintenir un équilibre entre les différentes tonalités et intrigues. Le montage crée des échos thématiques entre des scènes très éloignées dans le temps et l'espace, par exemple en juxtaposant une discussion stratégique dans le Lucky 38 avec une conversation similaire 2 siècles plus tôt dans un bureau de Voltec. Ce travail de montage sophistiqué transforme la série en une véritable tapisserie narrative où tout est connecté. La question de la rédemption est traitée avec une grande subtilité, sans garantie de succès ni de pardon facile. Pour le Ghoul, la rédemption ne passerait pas par un grand geste héroïque mais par l'accumulation de petits choix quotidiens en faveur d'autrui, une lutte constante contre son propre cynisme. Pour Lucy, elle pourrait résider dans sa capacité à utiliser la vérité sur son père non pour répandre davantage de haine, mais pour construire quelque chose de différent. La série suggère que dans un monde brisé, la rédemption est moins un état à atteindre qu'un chemin à parcourir, semé d'embûches et de rechutes. Les conflits à venir sont plantés avec une précision de horloger, chaque faction accumulant des ressources et forgeant des alliances en prévision de l'affrontement inévitable. La guerre civile de la confrérie,
L'expansion de la Légion, les plans secrets de Aos et la résurgence de Voltec forment un cocktail explosif dont la détonation est soigneusement retardée pour en maximiser l'impact. La saison construit ainsi une tension dramatique presque insoutenable, promettant un climax d'une ampleur sans précédent pour la suite. La série continue de briller par son hybridité générique, empruntant au western son sens du paysage et du code d'honneur perverti, au film noir ses ambiances clair-obscures et ses héros moralement ambigus, à la satire sociale son regard acéré sur les institutions. Cette fusion des genres n'est jamais confuse, elle sert à refléter la nature hybride et bricolée du monde post-apocalyptique lui-même, où les cultures du passé survivent en lambeaux et se recombinent de manière imprévisible. L'exploration des différentes formes de pouvoir se fait avec une acuité politique remarquable. Le pouvoir de Aos est technocratique et manipulateur, celui de la Légion est charismatique et basé sur la peur, celui de la confrérie est bureaucratique et hiérarchique, celui des abris est théoriquement démocratique mais facilement déstabilisé. En les confrontant, la série offre une réflexion riche et sans concession sur les fondements de l'autorité légitime et sur les tendances autoritaires qui peuvent surgir en situation de crise extrême. Le traitement du temps et de la mémoire est l'un des aspects les plus sophistiqués de la narration. Le passé n'est pas une entité figée mais une matière malléable, constamment réinterprétée et instrumentalisée par les différentes factions pour justifier leurs actions présentes. Les flashbacks ne sont pas présentés comme des vérités objectives mais comme des souvenirs subjectifs, souvent teintés de regrets ou de justification, ajoutant une couche de complexité à la compréhension des événements historiques. Les personnages féminins bénéficient d'un développement substantiel et diversifié. Lucy n'est plus en position d'apprendre mais aussi d'enseigner et de diriger. Des figures comme Betty Pearson ou certaines femmes légionnaires, dont la série explore les rôles complexes au sein d'une société ultrapatriarcale, montrent des stratégies d'agency et de survie multiples, évitant tout stéréotype de genre. Cette représentation nuancée enrichit considérablement le paysage humain de la série. La bande originale, en plus des classiques d'époque, se dote de thèmes musicaux propres à chaque faction, des cuivres martiaux pour la confrérie, des percussions primitives pour la Légion, des mélodies électroniques froides pour New Vegas en créant un paysage sonore qui guide l'émotion et renforce l'identité des différents groupes. La musique devient ainsi un personnage narratif à part entière, commentant l'action et approfondissant l'immersion. L'accessibilité pour les nouveaux spectateurs est maintenue par une exposition habile, souvent intégrée dans les dialogues de manière organique, sans recourir à de lourds monologues explicatifs. En parallèle, les références pour les fans sont disséminées avec parcimonie et élégance, servant l'histoire plus que la simple reconnaissance nostalgique. Cet équilibre est crucial pour la santé à long terme de la série en tant qu'œuvre destinée à un large public. Les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages évitent soigneusement les solutions faciles. Faut-il sacrifier un innocent pour en sauver 10 ? Faut-il utiliser une technologie dangereuse pour vaincre un ennemi plus dangereux encore ? La série montre les conséquences émotionnelles et pratiques de ses choix, refusant de laisser ses personnages indemnes sur le plan psychologique. Cette intégrité morale renforce l'engagement émotionnel du spectateur. La représentation de la violence est toujours réfléchie et conséquentialiste. Elle n'est jamais glamourisée, ses séquelles physiques et traumatiques sont clairement montrées. La fatigue, la douleur, le choc post-traumatique font partie intégrante de l'expérience des personnages, rappelant que la survie dans le wasteland a un coût psychique énorme. Cette approche réaliste contribue à la crédibilité et à la gravité du monde dépeint. La bataille pour le contrôle de la narration historique est un enjeu sous-jacent majeur. La confrérie, la Légion, Aos et les survivants des abris ont tous leur version de la Grande Guerre et de ses causes. Norm, dans le Vault 31, détient potentiellement la version la plus proche de la vérité, faisant de lui un acteur involontaire mais central dans cette guerre de la mémoire. Ce thème souligne à quel point l'histoire est un champ de bataille politique, même, et surtout, après la fin du monde. Et la relation symbiotique et conflictuelle entre l'humain et la machine est approfondie à travers plusieurs prismes. Les robots de Aos sont des extensions dociles de sa volonté. Les membres de la confrérie voient leur corps presque fusionner avec leurs armures motorisées. Le ghoul lui-même, en tant qu'être altéré par la radiation, incarne une forme de fusion organique avec les conséquences de la technologie. La série questionne où se situe l'identité humaine dans ce continuum entre chair et métal, entre biologie et artifice. L'humour absurde trouve son terrain de prédilection dans la bureaucratie survivante. Les formulaires en quadruple exemplaire pour entrer dans New Vegas, les débats procéduriers au sein de la confrérie sur le protocole, les annonces publicitaires automatiques qui fonctionnent encore pour des produits disparus depuis 2 siècles, tout cela crée une comédie de l'irrationnel qui est aussi une satire de notre propre attachement aux règles et aux processus, même quand ils n'ont plus de sens. Le développement des personnages secondaires ou tertiaires ajoute une dimension essentielle de réalisme. Un marchand d'eau, un éclaireur de la confrérie, un esclave de la Légion.
Chacun a une courte scène qui esquisse une histoire, des motivations, des peurs. Cela donne l'impression que le monde existe au-delà des héros, peuplé d'individus qui ont leur propre quête, aussi importante pour eux que celle de Lucie l'est pour elle. La beauté austère des paysages du Mojave est capturée par une photographie qui alterne plans larges écrasantes et gros plans sur des détails révélateurs ou une fleur mutant dans une fissure, un pignon rouillé, une empreinte dans la poussière. L'environnement n'est pas un simple décor mais une force active qui modèle les déplacements, les stratégies et l'état d'esprit des personnages. La lutte contre les éléments est une constante aussi importante que la lutte contre les autres humains. Les cliffhangers de fin d'épisode sont magistralement calibrés pour provoquer le besoin de voir la suite sans donner l'impression de manipulation cheap. Ils prennent souvent la forme de révélations caractérielles, de retournements d'alliances ou de découvertes archéologiques qui changent radicalement la compréhension d'un événement passé. Ils maintiennent un momentum narratif implacable tout au long de la saison. Les factions sont présentées avec toutes leurs nuances internes. La Légion a ses traditionalistes et ses modernisateurs pragmatiques. La confrérie a ses idéalistes et ses carriéristes. New Vegas a ses loyalistes et ses dissidents. Cette complexité empêche l'univers de tomber dans un schéma simpliste de « bon » contre « méchant » et rend les conflits politiques bien plus intéressants et imprévisibles. La réflexion sur la notion de progrès est centrale. Pour Aos, le progrès est technologique et doit être imposé par le haut. Pour la confrérie, c'est la préservation du savoir ancien. Pour la Légion, c'est un retour à un ordre social pré-technologique jugé plus vertueux. Pour Lucie, c'est peut-être une synthèse à inventer, qui inclurait à la fois la compassion et l'innovation. La série ne donne pas de réponse, mais elle pose la question avec une urgence qui dépasse le cadre de la fiction. Les effets spéciaux, qu'ils soient numériques ou pratiques, sont toujours subordonnés au service de l'histoire et des émotions. La goulification de Cooper dans les flashbacks est suggérée plus que montrée, par des effets de maquillage subtils et une performance physique qui évoque la dégradation. Les environnements numériques de New Vegas sont suffisamment riches de détails pour être crédibles, mais jamais au point de distraire l'attention des enjeux dramatiques des scènes qui s'y déroulent. Le thème de la famille est exploré dans toutes ses dimensions en famille biologique toxique, Hank et Lucie, famille perdue et regrettée, Cooper et sa femme, famille choisie et réparatrice, le lien entre Lucie et Cooper, et famille idéologique substitutive, la confrérie, la Légion. La série examine comment ces différents liens façonnent l'identité, offrent un réconfort ou, au contraire, enferment dans des obligations destructrices. Le rythme des révélations est parfaitement maîtrisé, alternant périodes de calme relatif où les personnages digèrent l'information et moments de choc où le sol se dérobe sous leurs pieds. Cela permet aux spectateurs de suivre les implications complexes de chaque révélation sans être submergés, et de s'attacher aux réactions émotionnelles des personnages autant qu'aux faits eux-mêmes. La direction photo utilise la couleur comme un langage émotionnel et mnémotechnique puissant. Les séquences dans les abris ont une lumière fluorescente froide qui écrase les visages. Le wasteland est baigné d'une lumière blanche et dure qui supprime les ombres et accentue l'aridité. Les flashbacks ont une palette chromatique plus riche et chaude, presque nostalgique, qui souligne la perte irrémédiable de ce monde. Ce code visuel aide à naviguer instinctivement entre les différentes temporalités et ambiances. Les thèmes de la trahison et de la confiance sont tissés dans la trame de chaque relation significative. Lucie doit apprendre à faire confiance au ghoul, un être dont la loyauté est notoirement volatile. Maximus doit cacher la vérité sur son passé à ses supérieurs. Aos trahit les espoirs de tous ceux qui voient en lui un sauveur. La série montre que dans un monde où la survie est la priorité, la confiance est un luxe dangereux mais nécessaire pour préserver un reste d'humanité. La création d'antagonistes mémorables comme Robert Aos ou le Legat Lacerta repose sur leur conviction absolue dans la justesse de leur cause. Ils ne se perçoivent pas comme des méchants, mais comme les seuls êtres rationnels dans un monde devenu fou. Cette profondeur de motivation rend leur confrontation avec les protagonistes bien plus intéressante que de simples batailles physiques. Ce sont des batailles d'idées et de vision du monde. Le développement de la relation Lucie-Ghoul est un chef-d'œuvre de sous-entendus et de gestes mineurs chargés de sens. Une bouteille d'eau partagée, un regard de complicité face à un danger, un silence qui en dit plus qu'un long discours. La série montre l'affection et le respect se construire par des actes plus que par des mots. Cette relation improbable devient le cœur émotionnel le plus puissant de la série, la preuve vivante que des connexions humaines authentiques peuvent naître même dans le paysage le plus stérile. La pertinence politique des questions soulevées est frappante. La gestion de ressources rares, la désinformation, les manipulations médiatiques, la montée des populismes autoritaires, les risques des technologies non contrôlées. Tous ces thèmes trouvent un écho troublant dans notre réalité contemporaine, sans que la série ne tombe jamais dans la lourde allégorie. Le monde de Fallout fonctionne comme un miroir déformant mais reconnaissable de nos propres peurs et folies.
La construction du monde atteint un niveau de cohérence et de richesse qui rivalise avec les œuvres de fantasy les plus abouties. La géographie, l'histoire, l'économie, les factions, la faune mutante, tout semble interconnecté et régi par une logique interne. Cette impression d'un univers vivant et autonome est l'un des plus grands accomplissements de la saison, et ce qui permet aux spectateurs de s'y perdre avec autant de plaisir. Les choix narratifs audacieux, comme le fait de consacrer un épisode entier à une intrigue secondaire dans un abri ou de multiplier les points de vue sans héros central clair, témoignent d'une grande confiance créative. La série respecte son public, lui supposant la capacité de suivre des récits complexes et de s'attacher à des personnages moralement ambigus. Cette maturité narrative est l'une de ses plus grandes qualités. La saison fonctionne à la fois comme une étape charnière dans une saga plus large et comme une œuvre complète en elle-même. Elle conclut certains arcs, comme la quête initiale de Lucy pour retrouver Hank, tout en ouvrant de nouveaux, plus vastes. Elle procure la satisfaction d'un voyage narratif accompli tout en laissant brûler un désir intense de connaître la suite. En cela, elle respecte parfaitement le contrat qui lie une série à ses spectateurs. La saison 2 de Fallout affirme donc, sans l'ombre d'un doute, le statut de la série comme un phénomène culturel majeur. Elle transcende son statut d'adaptation de jeux vidéo pour devenir une œuvre de fiction télévisuelle à part entière, ambitieuse, intelligente et profondément humaine. Elle pose des questions essentielles sur notre passé, notre présent et les futurs que nous pourrions choisir ou subir, le tout dans un emballage de divertissement de haut vol. Elle ne se contente pas de représenter un monde après la fin. Elle nous invite à réfléchir à ce qui, dans l'humanité, mérite réellement de survivre. Et la transformation de Lucy s'achève dans une synthèse douloureuse de son innocence originelle et du cynisme appris. Elle comprend que l'altruisme pur est un luxe que le Wasteland ne peut se permettre, mais que l'égoïsme absolu en est la négation tout aussi mortelle. Ses décisions, désormais, pèsent le coût humain contre la nécessité stratégique, un calcul froid qu'elle effectue avec une répugnance qui prouve qu'elle n'a pas tout perdu. Elle devient un pont entre les mondes, capable de parler le langage des abris et celui, brutal et pragmatique, de la surface, sans appartenir pleinement à aucun des deux. Cette position d'intermédiaire, à la fois force et vulnérabilité, définit son rôle unique dans le conflit à venir. La tragédie personnelle de Cooper Howard trouve son écho dans les paysages qu'il traverse, chaque ruine étant un souvenir de son ancienne vie. Sa quête, qu'il présente comme purement vénale, se révèle être de plus en plus une exploration de sa propre culpabilité et une recherche d'un point de non-retour moral qu'il aurait franchi. Les flashbacks montrent un homme qui a choisi la sécurité de sa famille sur l'intégrité, un choix compréhensible dont les conséquences monstrueuses le hantent depuis 2 siècles. Son corps de goule est la manifestation physique de cette faute qui ne guérit pas, une punition perpétuelle qu'il traîne à travers le désert. New Vegas, sous la direction de Robert Haos, est présentée comme la dernière tentative de l'ancien monde pour se perpétuer, une cité-État qui a choisi d'ignorer l'apocalypse pour continuer le rêve capitaliste et technocratique. Cette négation du réel est à la fois sa force et sa faiblesse, créant une bulle de stabilité artificielle mais aussi une profonde aliénation de ses habitants. Haos lui-même, préservé par la technologie, est un fantôme du passé qui prétend contrôler l'avenir, une contradiction vivante qui fait de lui un antagoniste d'une profondeur fascinante. Ses plans, révélés par fragments, semblent viser moins la domination territoriale que l'ingénierie d'une humanité nouvelle, docile et rationnelle, un projet qui fait froid dans le dos par sa logique implacable. La Légion de César, en contraste absolu, représente un rejet violent et total de tout ce qui a mené à l'ancien monde. Leur civilisation est une expérience radicale de retour à un ordre pré-industriel, fondé sur la force, la discipline et l'esclavage. Leur cruauté n'est pas un accident mais un outil politique, destiné à briser les individualismes et à forger une collectivité unie par la peur et la soumission. Le Legate Lacerta, avec son érudition pervertie, symbolise le paradoxe d'une idéologie qui utilise la raison pour justifier le déchaînement des passions les plus basses. Leur menace est d'autant plus grande qu'ils offrent, aux yeux de certains habitants du Wasteland épuisés par le chaos, la promesse trompeuse de l'ordre. La fracture au sein de la confrérie de l'acier dépasse la simple querelle de succession pour devenir une crise théologique. La fusion froide n'est pas une simple arme mais une relique sacrée, et son contrôle pose la question de savoir qui a le droit d'interpréter la doctrine de l'ordre. Les débats entre scribes et paladins prennent des allures de conciles médiévaux, où la foi dans la technologie se heurte à la peur de son pouvoir corrupteur. Maximus, pris dans cette tourmente, incarne la crise de la foi laïque, son héros de pacotille devenant malgré lui le symbole d'une possible réforme ou d'une trahison encore plus profonde. Les dormants de l'abri 31 sont les fantômes coupables du passé, des êtres déphasés dont les idéologies sont aussi dangereuses que désuètes. Leur réveil pose un dilemme métaphysique. Des criminels contre l'humanité doivent-ils être jugés avec les lois d'un monde qu'ils ont détruit,
ou doivent-ils être considérés comme des ressources pour en reconstruire un nouveau? Norm, en devenant leur gardien, acquiert un pouvoir immense et terrifiant, celui de choisir quelles idées du passé méritent de ressusciter. Cette intrigue sert de microcosme à la question centrale de la série. Comment trier dans l'héritage empoisonné de la civilisation disparue? La pénurie d'eau dans l'abri 33 est une épreuve de vérité pour l'expérience sociale de Vault-Tec. Elle révèle que la coopération, sans un surplus à partager, repose sur des bases fragiles qui peuvent rapidement céder la place à la peur et à l'autoritarisme. La direction de Betty Pearson est un laboratoire de gouvernance en temps réel, où chaque décision est scrutée, contestée, et où le bien commun est sans cesse redéfini par la nécessité. Cette histoire montre que les abris, loin d'être des paradis, sont des sociétés à haute pression où les défauts humains sont amplifiés par le confinement et la rareté. La bombe de Shady Sands est l'événement fondateur traumatique de l'ère post-apocalyptique, le moment où une certaine idée de reconstruction a été anéantie. La responsabilité de Hank McLean fait de lui moins un homme qu'un symbole, l'incarnation de la trahison des pères envers leurs enfants et de l'échec de la raison technocratique. Pour Lucy, accepter cette vérité signifie accepter que le mal puisse être commis par amour, par idéologie ou par simple calcul froid, des motivations bien plus troublantes que la simple méchanceté. La traversée du Mojave est un pèlerinage à travers les strates géologiques et historiques, chaque couche de poussière recouvrant une couche de mémoire. La série prend soin de montrer la lente transformation de l'environnement, les adaptations de la faune et de la flore, et les traces persistantes de la civilisation antérieure. Ce voyage initiatique est nécessaire pour que Lucy comprenne que le Wasteland n'est pas un non-lieu, mais un espace riche d'une histoire complexe et d'une écologie résiliente qui mérite d'être compris avant d'être sauvé. Les joutes verbales entre Lucy et le ghoul sont l'épine dorsale philosophique de la saison. Elles explorent la possibilité de la vertu dans un monde qui la punit, la nature de la liberté dans un environnement de contraintes extrêmes, et la définition de la victoire dans une guerre qui semble n'avoir ni fin ni vainqueur possible. Le ghoul, avec son expérience de 2 siècles d'échecs, joue le rôle du cœur tragique grec, commentant avec amertume les espoirs naïfs de l'héroïne, tout en étant secrètement ému par sa ténacité. L'humour décalé de la série sert souvent de révélateur des absurdités de l'ancien monde projeté dans le nouveau. Un robot majordome insistant pour servir un thé inexistant, un culte vénérant une bombe non explosée, une bataille interrompue par un débat sémantique. Ces moments soulignent que la folie n'a pas disparu avec la guerre, elle a simplement changé de forme. Cet humour est vital, car il rappelle que l'humanité, même au bord de l'extinction, ne perd jamais son sens du ridicule, dernier rempart contre le désespoir absolu. La cohérence esthétique du monde est renforcée par un design sonore méticuleux. Le grincement des armures de la confrérie, le cliquetis des armes bricolées, le bourdonnement des générateurs, les sons déformés des enregistrements d'avant-guerre, tout concourt à créer une ambiance sensorielle immersive. Cette attention aux détails auditifs est aussi importante que l'aspect visuel pour ancrer le spectateur dans la réalité tangible et délabrée du Wasteland. Les acteurs secondaires brillent dans des rôles parfois brefs mais toujours mémorables. Un vieux commerçant racontant la chute de Shady Sands, un jeune initié de la confrérie plein d'idéaux, une esclave de la Légion gardant une lueur de révolte dans le regard. Ces performances ajoutent des touches d'humanité qui empêchent le monde de devenir une simple toile de fond pour les héros. Elles rappellent que chaque vie dans le Wasteland est une épopée en miniature. La structure narrative, avec ses allers-retours temporels, crée un dialogue constant entre la cause et l'effet, entre l'intention et la conséquence. Voir Cooper Howard dans son salon des années 2070 juste après une scène de violence dans le Wasteland crée un choc cognitif qui force le spectateur à faire le lien entre la légèreté coupable du passé et le sérieux brutal du présent. Cette technique narrative est au service d'une thèse, le présent est l'enfant du passé, même quand il le renie. La rédemption, dans l'univers de Fallout, est un processus collectif autant qu'individuel. Il ne s'agit pas seulement de se racheter soi-même, mais de participer à la rédemption d'un monde. Les actions de Lucy, du ghoul, et même de Maximus ont ce potentiel de semer les graines d'un avenir différent, même si elles paraissent insignifiantes à l'échelle des continents ravagés. La série suggère que c'est dans ces petits choix, répétés, que réside le seul espoir de briser le cycle de la violence. La préparation des conflits futurs est d'une habileté narrative remarquable. Les escarmouches entre éclaireurs de la confrérie et patrouilles de la Légion, les manœuvres d'espionnage dans New Vegas, les dissensions croissantes dans les abris. Tout cela crée une pression dramatique qui monte inexorablement. Le spectateur sent que la paix fragile du Mojave est sur le point d'exploser, et chaque épisode ajoute une nouvelle étincelle à ce baril de poudre. La fusion des genres est si organique qu'elle en devient invisible. La série est un western quand elle montre des duels au soleil couchant, un thriller politique quand elle dépeint les intrigues de la confrérie, un drame familial dans les flashbacks et une satire noire dans les absurdités du quotidien.
Cette versatilité tonale est un tour de force qui maintient constamment le spectateur en haleine, ne sachant jamais exactement dans quel registre émotionnel le prochain plan va le plonger. L'analyse des systèmes de pouvoir est d'une finesse rare pour une série de genre. La série montre comment le pouvoir se légitime par la tradition, confrérie, par la peur, légion, par le consentement manipulé, chaos, ou par l'urgence, abri. Elle explore aussi comment ces systèmes se corrompent de l'intérieur, comment la bureaucratie étouffe l'idéal, comment le dogme tue l'esprit critique, et comment le pragmatisme peut justifier l'inhumanité. La mémoire est montrée comme une ressource stratégique, aussi importante que l'eau ou les munitions. Contrôler la narration sur les causes de la guerre, sur la chute de Shady Sands, sur les expériences des abris, c'est contrôler le présent et orienter l'avenir. La lutte entre normes, qui détient les archives brutes, et les différentes factions qui veulent les instrumentaliser, est une bataille pour l'âme du futur. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir, comme le disait Orwell, et la série le démontre avec une acuité glaçante. Les personnages féminins échappent aux archétypes pour incarner des réponses diverses à la catastrophe. Lucy représente la tentative de préserver l'éthique, Betty la lutte pour maintenir l'ordre démocratique, certaines femmes de la Légion l'adoption d'une idéologie misogyne pour y trouver un pouvoir pervers, et les cadres de Voltec l'exercice froid d'un pouvoir technocratique. Cette diversité fait de la série un champ d'étude remarquable des identités de genre dans des conditions extrêmes. La musique n'est pas un simple habillage mais un commentaire ironique ou émotionnel constant. L'utilisation de chansons des années 50 évoquant un bonheur naïf sur des images de désolation crée un contraste poignant qui en dit long sur la perte et la nostalgie. Les thèmes originaux, quant à eux, traduisent en son la vastitude menaçante du désert, la rigidité métallique de la confrérie, ou la folie calculée de la Légion. L'intégration du lore des jeux est faite avec une telle élégance qu'elle semble toujours naturelle. L'apparition d'une créature emblématique, la mention d'un lieu célèbre, la présence d'un objet iconique. Ces éléments ne sont jamais des clins d'œil gratuits mais des pièces intégrantes du monde diégétique. Cela satisfait les fans sans créer de barrières pour les néophytes, un équilibre difficile à atteindre. Les dilemmes moraux sont rendus d'autant plus percutants qu'ils n'ont pas de bonne solution. Faut-il tuer un innocent pour sauver un village ? Faut-il voler une ressource vitale à une communauté pour en sauver une autre ? La série montre les conséquences de ces choix sur la psyché des personnages, qui portent le poids de leurs décisions comme une seconde peau. Cette exploration des séquelles morales est l'une des choses les plus fortes et les plus adultes de la narration. La violence est toujours présentée dans son intégralité physique et émotionnelle. Il n'y a pas de mort propre ni de blessures héroïques, mais de la boue, du sang, de la peur et de la douleur. Les combats sont épuisants, maladroits, et leurs conséquences durables. Cette représentation réaliste ancre la série dans un registre beaucoup plus proche du film de guerre que du spectacle d'action, renforçant son propos sur le coût humain des conflits. La manipulation de l'histoire par les factions est un thème d'une actualité brûlante. La confrérie présente la Grande Guerre comme une punition pour l'ubris humaine, la Légion comme la fin d'un monde faible et décadent, Chaos comme un accident regrettable mais surmontable par la technologie. Chaque version sert à légitimer le pouvoir de celui qui la raconte. La série nous rappelle ainsi que l'histoire n'est jamais neutre, mais toujours un récit au service d'intérêts présents. La frontière entre humains et machines devient de plus en plus poreuse, non seulement à travers les robots et les cybernétiques, mais aussi à travers la mentalité qu'imposent les technologies de survie. Les membres de la confrérie pensent en termes de specs techniques et de protocoles, les habitants de New Vegas en termes de crédits et de transactions, et même Lucy commence à évaluer les gens en termes de risques et de bénéfices. La série questionne. Pour survivre dans un monde créé par la technologie, faut-il finir par lui ressembler ? L'absurdité bureaucratique survivant à l'apocalypse est l'une des satires les plus savoureuses de la série. Les formulaires en triple exemplaire, les réunions interminables pour des points de détail, les luttes de prestige dans la hiérarchie de la confrérie, tout cela montre que les travers de l'ancien monde sont incroyablement résistants. Cet humour est d'autant plus efficace qu'il n'est pas exagéré, mais présenté comme une simple donnée du monde, aussi réelle que la radiation ou les mutants. Les seconds rôles sont traités avec un respect qui leur donne une véritable dignité dramatique. Leur temps d'antenne peut être court, mais il suffit à esquisser un parcours, une motivation, une peur. Cette densité humaine fait que la mort d'un personnage secondaire a un poids émotionnel, car on a eu le temps de comprendre ce qui était perdu. C'est une marque de grand respect pour le public et pour l'art de la narration. La photographie des paysages va au-delà du simple établissement de décors pour devenir une métaphore des états d'âme des personnages. Les plans larges sur des étendues désolées traduisent l'isolement et le désespoir. Les gros plans sur des détails minuscules mais vivants, un insecte, une mousse, suggèrent l'espoir têtu et la résilience de la vie. La lumière, souvent crue et sans pitié, révèle chaque imperfection, chaque fatigue,
chaque marque de souffrance sur les visages, renforçant le réalisme brutal de l'univers. Les cliffhangers évitent astucieusement le piège de la simple surprise mécanique pour privilégier les révélations caractérielles ou les retournements de perspective. Un personnage révèle une trahison inattendue, un fait historique est réinterprété, une alliance se brise. Ces fins d'épisode laissent le spectateur avec une nouvelle question fondamentale sur la nature des personnages ou du monde, bien plus excitante qu'un simple danger physique immédiat. La complexité interne des factions les rend crédibles et fascinantes. Voir des dissidents au sein de la Légion, des idéalistes dans la confrérie, des critiques du système dans New Vegas, empêche tout manichéisme et rend les conflits politiques bien plus riches et imprévisibles. Cela reflète aussi une vérité historique. Aucune société, aussi monolithique en apparence, n'est totalement unie, et les luttes intestines sont souvent aussi déterminantes que les guerres extérieures. La réflexion sur le progrès est omniprésente mais jamais didactique. À travers le destin de différentes technologies, la fusion froide, la cryogénie, la robotique, les armes, la série interroge notre relation à l'innovation. Est-elle toujours un bien? Peut-on la contrôler? Doit-on y renoncer par peur de ses abus? Ces questions, posées dans le contexte extrême du Wasteland, résonnent avec une urgence particulière dans notre propre époque de bouleversement technologique. Les effets spéciaux sont toujours subordonnés à l'émotion. La transformation du ghoul est d'autant plus terrifiante qu'elle est suggérée par des détails réalistes plutôt que par des images chocs. Les environnements de New Vegas impressionnent par leur échelle et leurs détails, mais ne détournent jamais l'attention des enjeux dramatiques des scènes qui s'y déroulent. Cette discrétion dans la prouesse technique est la marque d'une production sûre d'elle-même et centrée sur l'histoire. La famille, sous toutes ses formes, est le moteur caché de presque toutes les actions. La quête de Lucy pour son père, le deuil du ghoul pour la sienne, la fraternité d'armes dans la confrérie, la loyauté clanique dans la Légion, tous ces liens, sains ou toxiques, poussent les personnages à agir, à se sacrifier, à trahir. La série explore comment ces attachements peuvent être à la fois un refuge et un piège, une source de force et de vulnérabilité extrême. Le dosage des révélations est d'une maîtrise parfaite, chaque épisode apportant sa pièce au puzzle sans jamais tout dévoiler. Cela maintient un suspense constant tout en permettant une digestion progressive des implications énormes de chaque découverte. Le spectateur est traité en partenaire intelligent, capable de faire des liens et de formuler des hypothèses, plutôt qu'en simple consommateur passif de surprise. Le code couleur est un outil de narration silencieux mais extrêmement efficace. La froideur bleutée des abris évoque un contrôle aseptisé, les tons chauds et poussiéreux du Wasteland une organicité sauvage, les néons verts et roses de New Vegas une artificialité séduisante mais malsaine. Ces choix visuels guident inconsciemment l'émotion du spectateur et renforcent les thèmes de chaque lieu sans avoir besoin d'un mot. La confiance est la denrée la plus rare et la plus précieuse du Wasteland. Sa construction est lente, difficile, et souvent brisée par un seul geste. Sa perte est dévastatrice. La série montre magnifiquement comment, dans un monde où la trahison est la norme, le fait de faire confiance devient un acte de courage révolutionnaire, et peut-être le seul fondement possible d'un monde nouveau. Les liens qui se tissent entre Lucy et le ghoul sont la preuve vivante de cette possibilité fragile. La profondeur des antagonistes vient de ce qu'ils croient sincèrement offrir la meilleure solution aux problèmes du monde. Aos croit à la raison et à la technologie, la Légion à la force et à l'ordre, la confrérie à la préservation du savoir. Leurs méthodes sont monstrueuses, mais leurs objectifs finaux ne le sont pas toujours totalement. Cette nuance rend les conflits bien plus intéressants que la simple opposition entre le bien et le mal, et force le spectateur à réfléchir aux compromis acceptables pour assurer la survie. La relation Lucy-Ghoul est le miracle émotionnel de la série. Elle se construit sur des silences partagés, des gestes de protection non avoués, et un humour commun qui sert de langage codé. Elle ne suit pas les codes habituels des relations à l'écran, elle est à la fois paternelle, fraternelle, et fondée sur un respect mutuel gagné à la sueur et au sang. C'est l'un des portraits d'amitié les plus beaux et les plus inattendus de la télévision récente. La pertinence sociopolitique de la série est renforcée par son refus de donner des réponses simples. Elle pose des questions sur la justice distributive, la légitimité du pouvoir, les limites de la liberté individuelle face aux dangers collectifs, sans jamais tomber dans le sermon. Le Wasteland est un laboratoire politique où toutes les idéologies sont testées jusqu'à leur point de rupture, offrant une réflexion amère mais nécessaire sur nos propres sociétés. La construction du monde est si minutieuse qu'elle donne l'impression que les créateurs pourraient dessiner une carte complète du Mojave, avec son économie, ses routes commerciales, ses points d'eau et ses zones de danger. Cette richesse de détails crée un effet de réel puissant et permet à l'imagination du spectateur de continuer à habiter cet univers bien après la fin du générique. C'est le signe d'un univers de fiction devenu pleinement vivant. Les risques narratifs pris par les scénaristes témoignent d'une formidable ambition.
Donner autant d'importance aux intrigues souterraines, multiplier les points de vue, laisser des questions cruciales en suspens, tout cela exige une confiance absolue dans la capacité de l'histoire à retenir l'attention par sa profondeur plutôt que par des pirouettes scénaristiques. Cette maturité est ce qui élève Fallout au rang de grande œuvre télévisuelle. La saison 2, en définitive, est bien plus qu'une simple continuation. C'est un approfondissement majeur de tous les aspects de la série. Elle élargit le monde, complexifie les personnages, approfondit les thèmes, et prépare des conflits d'une ampleur épique, le tout sans jamais perdre de vue le cœur humain et émotionnel de son récit. Elle confirme que Fallout n'est pas un phénomène éphémère, mais une des sagas les plus riches, les plus intelligentes et les plus émotionnellement puissantes de son temps, une œuvre qui marquera durablement le paysage de la fiction sérielle. L'érosion de l'idéalisme de Lucy se manifeste par une froideur tactique nouvelle qui coexiste avec sa compassion persistante. Elle apprend à doser l'information qu'elle partage, à évaluer les risques d'un acte de charité et à anticiper les trahisons potentielles avant même qu'elles ne se concrétisent. Ce durcissement stratégique ne la rend pas moins humaine, mais la transforme en stratège d'une humanité qu'elle veut préserver à tout prix. Son parcours devient une démonstration de la manière dont les principes moraux doivent être constamment réévalués et adaptés pour rester pertinents dans un environnement hostile. La quête de son père évolue d'une mission personnelle en une enquête existentielle sur la nature de la culpabilité et les limites du pardon filial. Les souvenirs de Cooper Howard gagnent en intensité dramatique à mesure qu'il se rapproche chronologiquement du jour de la Grande Guerre. On le voit tirailler entre les exigences de plus en plus inhumaines de Vault-Tec et les appels à la conscience de son épouse, créant une tension domestique insoutenable. Ces flashbacks éclairent un point central de sa psychologie. Sa transformation en chasseur de primes cynique est moins un renoncement à sa moralité qu'une fuite en avant face à un sentiment de culpabilité écrasant. Le monde du ghoul, avec ses règles simples de contrat et de paiement, offre une échappatoire à la complexité morale étouffante de son passé d'acteur espion. Sa relation avec Lucy devient ainsi une seconde chance, non pas d'effacer ses fautes, mais de les contrebalancer par des actes qui ont un sens. La cité de New Vegas fonctionne comme un organisme parasitaire qui se nourrit des espoirs et des capitaux des survivants tout en leur offrant une illusion de sécurité et de normalité. La promesse de Robert Haos est celle d'un avenir aseptisé, débarrassé des passions humaines désordonnées et géré par la logique algorithmique. Cette vision, bien que séduisante pour certains, révèle une profonde méfiance envers l'humain lui-même, considéré comme une variable trop imprévisible. Les scènes dans le Lucky 38, d'une propreté clinique, contrastent violemment avec le chaos coloré du strip et la misère de Freeside, illustrant la stratification sociale extrême de cette société. La véritable menace de Haos n'est pas militaire, mais philosophique. Il propose une humanité déshumanisée comme seul espoir de survie à long terme. Et la doctrine de la Légion est approfondie pour en révéler les racines dans une réaction nihiliste à l'effondrement de la civilisation. Leur rejet de la technologie n'est pas un simple primitivisme, mais une conviction que tout outil complexe finit par asservir ceux qui l'utilisent. Leur culte de la force brute et de la discipline est présenté comme une forme de purification par la souffrance, un retour à un état de nature hobbésien où seule la puissance garantit l'ordre. La crucifixion est l'illustration ultime de cette logique. Elle réduit l'individu à un simple message, un avertissement physique et public contre toute velléité de dissidence. Le Legate Lacerta, par son éloquence et son calme, prouve que cette idéologie peut séduire des esprits fins, offrant une simplicité apparente face à la complexité décourageante d'un monde en ruine. La crise doctrinale de la confrérie de l'acier atteint son paroxysme avec la question de l'usage de la fusion froide. Les traditionalistes y voient un artefact à étudier indéfiniment, de peur que sa mise en œuvre ne répète les erreurs du passé. Les interventionnistes, au contraire, considèrent cette prudence comme une trahison de la mission même de la confrérie, qui est de réutiliser la technologie pour améliorer le monde. Maximus, malgré lui, cristallise ce débat, son statut de héros symbolisant l'action tandis que son imposture secrète représente les dangers de l'ignorance et de la précipitation. La série utilise cette faction pour explorer la tension universelle entre la prudence du savant et l'impératif d'action du soldat, deux facettes d'une même quête de contrôle sur un monde chaotique. Les survivants cryogénisés de l'Abri 31 incarnent l'incroyable arrogance de l'ancien monde, convaincus de pouvoir planifier l'avenir depuis un bureau climatisé. Leur réveil est un choc non seulement culturel mais temporel, les projetant dans un futur qu'ils ont contribué à créer mais qu'ils ne comprennent plus. Certains s'accrochent désespérément à leurs plans obsolètes, d'autres tentent de s'adapter avec une flexibilité cynique, et d'autres encore sombrent dans le délige. Norm, en les libérant, devient l'archiviste involontaire de cette faillite, obligé de trier dans les débris idéologiques du passé pour en extraire ce qui pourrait être utile, ou du moins pas immédiatement toxique. Cette intrigue fonctionne comme une allégorie sur la difficulté de juger les générations précédentes avec les valeurs du présent,
tout en reconnaissant l'impact catastrophique de leurs actions. La gouvernance de l'Abri 33 sous la pression de la pénurie devient une étude de cas sur la démocratie en état de siège. Les mécanismes de délibération collective se grippent, laissant la place à la méfiance, aux rumeurs et aux factions. Betty Pearson doit naviguer entre la nécessité d'agir rapidement et le devoir de maintenir un semblant de processus démocratique, une tâche quasi impossible qui l'oblige à des compromis moralement ambigus. Cette micro-société montre comment une communauté fondée sur la confiance peut se déliter lorsque les ressources vitales viennent à manquer, révélant que la civilisation est un vernis fragile qui craque sous la pression de la nécessité biologique. C'est un rappel glaçant que les valeurs les plus nobles dépendent souvent d'un certain niveau de confort matériel. La vérité sur la destruction de Shady Sands fonctionne comme un trou noir éthique qui aspire toute certitude. L'acte de Hank McLean n'est pas présenté comme celui d'un fou, mais comme le résultat d'un calcul froid, peut-être même motivé par une forme de réalisme tragique. Cette nuance rend la chose bien plus troublante pour Lucy que si son père avait été un monstre évident. Elle doit accepter que les pires catastrophes puissent être le fruit de décisions prises par des gens raisonnables, bien intentionnés, ou simplement piégés dans une logique perverse. Cette révélation remet en cause sa vision binaire du bien et du mal et la force à envisager la possibilité d'une responsabilité collective et systémique dans le malheur du monde. L'exploration du Mojave dépasse le stade du voyage pour devenir une cartographie des possibles sociopolitiques post-apocalyptiques. Chaque communauté rencontrée, qu'il s'agisse d'une tribu nomade vivant du recyclage, d'un culte agricole sédentaire ou d'une cité-État marchande, représente une expérience sociale distincte, avec ses réussites et ses échecs. La série prend le temps de montrer la vie quotidienne dans ces endroits, leurs rituels, leur économie, leurs conflits internes. Cette richesse ethnographique donne au Wasteland une épaisseur remarquable, le sauvant du statut de simple désert peuplé de monstres et de bandits. C'est un monde qui a déjà commencé à se reconstruire, de manière chaotique et inégale, mais avec une inventivité et une résilience stupéfiantes. Les dialogues entre Lucy et le ghoul constituent l'épine dorsale philosophique du récit, où deux générations et deux expériences du monde se confrontent et finissent par s'enrichir mutuellement. Ils débattent du prix de la survie, de la possibilité de construire quelque chose de durable sur des ruines et de la définition même d'une vie réussie dans un contexte d'effondrement. Le ghoul apporte le poids de la mémoire et de la désillusion, Lucy l'énergie de l'espoir et de la volonté de réparer. Leur conversation ne cherche pas à trouver des réponses définitives, mais à maintenir vive la question de savoir comment vivre, et vivre bien, après la fin du monde. C'est dans cet espace de dialogue que la série trouve sa profondeur morale la plus authentique. La satire sociale opère souvent par le décalage entre les artefacts culturels de l'ancien monde et leur réception dans le nouveau. Un manuel de management corporatiste devenu texte sacré, une publicité pour des voitures volantes servant de leçon de physique, une chanson d'amour des années 50 interprétée comme une prophétie eschatologique. Ces distorsions montrent comment le sens est toujours reconstruit par ceux qui reçoivent la culture, souvent de manière complètement imprévisible. Cet humour est plus qu'un simple divertissement, c'est une réflexion sur la transmission culturelle et la façon dont les sociétés inventent leurs propres traditions à partir des débris du passé. La cohérence du monde est renforcée par une attention obsessionnelle aux détails de la vie matérielle. La manière dont les vêtements sont rapiécés, dont les armes sont entretenues avec des pièces de récupération, dont la nourriture est produite et conservée, tout concourt à créer l'impression d'une société qui a dû tout réinventer à partir de zéro. Cette matérialité en créant les enjeux concrets et palpables, la lutte pour une fiole d'eau médicinale ou une boîte de conserve est aussi importante que les grands conflits géopolitiques. C'est ce qui donne à la série son ancrage réaliste et sa puissance émotionnelle immédiate. Les performances des acteurs, dans des rôles parfois très physiques, sont porteuses d'une vérité psychologique remarquable. La lassitude dans les épaules du ghoul, la tension dans la mâchoire de Lucy, l'arrogance froide dans la posture de Haos, chaque corps raconte une histoire de survie, de souffrance ou de pouvoir. Le jeu des acteurs fait passer des émotions complexes avec une économie de moyens impressionnante, un regard ou un silence valant souvent un long monologue. Cette direction d'acteurs subtile et exigeante est l'un des piliers de la qualité de la série. L'architecture narrative de la saison, avec ses multiples fils et ses échos thématiques, exige et récompense une attention soutenue. Les liens entre le passé et le présent, entre les différentes intrigues, sont tissés avec une grande habileté, créant une impression de densité et de cohérence. Rien n'est laissé au hasard, chaque scène servant à la fois l'intrigue immédiate et la construction du monde ou des personnages. Cette rigueur scénaristique est ce qui permet à la série de traiter des sujets complexes sans jamais perdre son public. Et la question de la rédemption est traitée comme un travail de longue haleine, fait de rechutes et de petites victoires. Pour le ghoul, elle ne passe pas par un grand sacrifice héroïque, mais par la persistance à faire, jour après jour, des choix légèrement moins égoïstes que la veille. Pour Lucy,
Elle pourrait résider dans sa capacité à utiliser la vérité sur son père non comme une arme, mais comme un outil de compréhension et peut-être de réconciliation avec un passé monstrueux. La série suggère que dans un monde brisé, la rédemption est moins une destination qu'une direction, un cap à tenir malgré les vents contraires. Les conflits en gestation sont présentés avec une clarté stratégique qui les rend à la fois compréhensibles et inquiétants. Les mouvements de troupes de la Légion, les préparatifs militaires de la confrérie, les manœuvres politiques dans New Vegas, chaque faction agit en fonction d'une logique propre et d'une perception particulière de ses intérêts. Le spectateur, ayant accès à plusieurs points de vue, comprend parfaitement pourquoi la guerre est inévitable, ce qui rend l'attente de son déclenchement d'autant plus angoissante. C'est une leçon de géopolitique appliquée dans un cadre post-apocalyptique. L'hybridité générique de la série reflète la nature même de son univers, où les époques et les cultures se mélangent pour créer quelque chose de nouveau et d'étrange. Le mélange de western, de film noir, de satire et de drame familial n'est pas un simple exercice de style, mais la traduction naturelle d'un monde où toutes les références se sont effondrées et recombinées. Cette liberté tonale est une des grandes joies de la série, qui peut faire rire, pleurer et réfléchir en l'espace de quelques scènes, sans jamais perdre son identité propre. L'analyse des fondements du pouvoir est d'une actualité troublante. La série montre comment le pouvoir se construit sur le contrôle de la rareté, l'eau, la technologie, sur la manipulation de l'information et sur la capacité à inspirer soit la peur, soit l'espoir. Elle explore aussi la fragilité de ce pouvoir, qui peut être miné par la corruption interne, la contestation populaire ou la simple usure des mythes fondateurs. En présentant différents modèles en action et en concurrence, la série offre une réflexion approfondie sur les mécanismes de la domination politique, dans le Wasteland comme ailleurs. Le travail sur la mémoire et l'oubli est central pour comprendre les motivations des personnages. La confrérie vénère une mémoire technologique partielle et biaisée. La Légion cherche à effacer la mémoire de tout ce qui a précédé sa fondation. Robert Haos prétend incarner la mémoire vivante de l'ancien monde. Les personnages sont tous, d'une manière ou d'une autre, en lutte avec le passé, qu'ils cherchent à le préserver, à le détruire ou à le dépasser. Cette bataille pour le contrôle de l'histoire est présentée comme aussi cruciale que la bataille pour le contrôle du territoire. La représentation des personnages féminins évite soigneusement tout angélisme ou victimisation. Lucy agit, décide, commet des erreurs et en assume les conséquences. Betty gouverne avec une fermeté qui lui attire des inimitiés. Même au sein de la Légion, les femmes, esclaves ou soldats, développent des stratégies de résistance et d'adaptation complexes. Cette diversité d'expériences et de réponses à la catastrophe évite tout stéréotype et enrichit considérablement la représentation du monde post-apocalyptique, le rendant plus crédible et plus intéressant. La bande-son est un personnage à part entière, qui commente, ironise ou renforce l'émotion des scènes. L'utilisation de musique diégétique, provenant d'un objet dans la scène, comme un radio, crée des moments d'une poésie mélancolique incroyable, reliant le présent désolé à un passé joyeux et insouciant. Les compositions originales, quant à elles, soulignent la vastitude du désert, la rigidité des institutions ou la folie des combats. Ce travail sonore méticuleux est essentiel à l'immersion totale dans l'univers de la série. L'intégration des éléments du lore est faite avec une intelligence qui sert toujours l'histoire en cours. Un détail apparemment mineur pour les non-initiés peut être une révélation capitale pour les fans, mais dans les deux cas, il avance l'intrigue ou développe un personnage. Cette double lecture possible est le signe d'une adaptation parfaitement maîtrisée, qui sait être fidèle à l'esprit de la source sans en être l'esclave. C'est cet équilibre qui fait de la série un succès à la fois critique et populaire. La complexité des dilemmes moraux tient au fait qu'ils opposent souvent plusieurs biens ou plusieurs maux, sans solution parfaite. Faut-il sacrifier la liberté pour la sécurité? Faut-il utiliser une arme immorale pour vaincre un ennemi plus immoral encore? La série ne donne pas de réponse, mais montre les conséquences psychologiques et pratiques des choix faits. Cette approche mature force le spectateur à s'interroger sur ses propres valeurs et sur les compromis qu'il serait prêt à accepter. C'est une narration qui fait confiance à l'intelligence et à la maturité éthique de son public. La représentation de la violence est toujours contextualisée et conséquence. Elle n'est jamais gratuite, mais fait partie intégrante de l'économie du Wasteland, qu'il s'agisse de la violence de survie, de la violence politique ou de la violence commerciale. Ces séquelles sont montrées avec réalisme, tant sur les corps que sur les esprits. En refusant d'esthétiser la violence, la série renforce son message sur le coût humain de la brutalité et sur la difficulté de préserver son humanité dans un monde qui l'a dévaluée. La bataille pour le récit historique est un enjeu de pouvoir fondamental. Chaque faction propose sa version des événements, effaçant certains faits, en exagérant d'autres, pour légitimer son autorité présente. Norm, dans l'Abri 31,
détient potentiellement les preuves qui pourraient invalider tous ces récits officiels, faisant de lui une cible pour tous les pouvoirs établis. Ce thème rappelle que l'histoire n'est jamais écrite par les vaincus, et que la première victoire dans tout conflit est souvent celle du narratif. C'est une leçon d'une pertinence brûlante pour notre époque de désinformation. La frontière entre l'humain et la technologie est constamment interrogée, non seulement à travers les robots ou les augmentations, mais à travers la manière de penser. Les personnages intériorisent souvent la logique des machines qu'ils utilisent, qu'il s'agisse du calcul stratégique, de l'évaluation rationnelle des risques ou de la priorité donnée à l'efficacité sur l'empathie. La série questionne. Pour survivre dans un monde créé et détruit par la technologie, faut-il devenir soi-même plus proche d'une machine? Ou existe-t-il une voie qui préserverait l'humain dans ce qu'il a d'irréductiblement désordonné et imprévisible? En définitive, la deuxième saison de Fallout réalise l'exploit de complexifier son univers tout en approfondissant l'humanité de ses personnages. Elle élargit le champ des possibles narratifs, pose des questions philosophiques et politiques d'une profondeur rare, et prépare des conflits d'une ampleur épique, le tout sans jamais perdre de vue le cœur émotionnel qui a fait son succès. Elle confirme que la série est bien plus qu'une simple adaptation. C'est une œuvre à part entière, ambitieuse, intelligente et profondément humaine, qui marquera durablement le paysage de la fiction télévisuelle. Son exploration de la survie, de la mémoire, du pouvoir et de l'espoir résonnera longtemps après le générique de fin.